Rien n'est pire que l'homme, plus malin que l'homme, plus malicieux que l'homme pour se débarrasser de son prochain. Rien n'est pire que l'homme pour se faire du mal à lui-même. Vicieux, insidieux, amoral, il est des personnes civiles et créatrices qu'elles peuvent devenir de vrais dangers pour l'humanité. Générique. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit voyage pour vous conter une histoire que j'ai découverte au travers de plusieurs documentaires, ainsi que plusieurs articles qui, mis bout à bout, m'ont mené à découvrir une histoire complètement folle, mais surtout totalement inhumaine. Cette histoire a débuté en Alabama, aux États-Unis, dans le comté de Macon en 1932. Alors que le village se réveille tranquillement, les habitants, au petit matin, sortirent de leur demeure pour se balader dans la rue, comme ils le font à chaque fois, et découvrir placardés çà et là, sur les murs et les poteaux, des affiches. Voici ce que l'on pouvait y lire. Votre sang est mauvais. Cela veut dire que vous avez la syphilis. C'est une affiche de la santé publique, ça, non? Oui, exactement. Organisée par le département de la santé publique du comté, appuyé par le gouvernement des USA. C'est eux qui ont décidé, à l'époque, de financer ces recherches afin d'aider les communautés les plus démunies. Et ici, dans le comté de Macon, existait un tout petit village connu sous le nom de Tuskegee, qui semblait, hélas, être particulièrement touché par cette grave maladie qu'est la syphilis. Pour rappel, voici la définition de ce qu'est la syphilis selon le site Science et Avenir. Cette infection bactérienne, Treponema pallidum, se transmet pendant un rapport sexuel non protégé avec une personne contaminée. Elle peut également se transmettre de la mère à l'enfant ou à l'occasion d'échanges matériels d'injection de toxicomanes. Elle est très contagieuse et le diagnostic est confirmé par une prise de sang ou un prélèvement local au niveau de la lésion. Mais dans le village de Tuskegee, bien que la présence de cette maladie eût mis en alerte les autorités locales, ce n'est pas exactement cela qui a fait qu'une campagne a été mise en branle afin de trouver un traitement contre cette bactérie. Si c'est pas pour les... Enfin, si c'est pas pour ça, si c'est pas pour les soigner, c'est quoi? C'est quoi? Eh bien, pour nous mettre sur la piste, il suffit de nous pencher sur une autre affiche. Personne de couleur, avez-vous du mauvais sang? Test sanguin gratuit, traitement gratuit, par le département de santé du comté et les docteurs gouvernementaux. Vous vous sentez sans doute bien, mais avez sans doute du mauvais sang. Venez et emmenez toute votre famille. On dirait que cette petite annonce vise clairement une couche bien particulière de la population, les blacks. Exactement. Et tout cela via une propagande bien orchestrée. Une insidieuse machination s'est alors petit à petit mise en place, visant en effet une population bien particulière, les Noirs. Et quand je dis insidieuse, je vous assure que je pèse mes mots. Car pour jouer sur le phénomène de santé publique que le gouvernement avait alors voulu mettre en place, on pouvait également trouver d'autres affiches, comme celle-ci. Syphilis. 6 personnes sur 10 en guérissent, parce qu'elles n'ont pas attendu trop longtemps. Est-ce que tu le vois, le côté pervers de cette affiche? Bien entendu, c'est quand même assez évident. Les blancs en haut de l'affiche ont l'air plutôt en bonne santé, tandis que les noirs en bas, qui ont apparemment attendu trop longtemps, n'ont pas l'air si bien que ça. Et c'est en placardant ce type d'affiche que le gouvernement jouait alors, de manière implicite, sur les décisions qu'allaient prendre les habitants de Tuskegee. Mais cette communauté était-elle si gravement atteinte par ce mal? Eh bien oui, pour le coup, effectivement, cette communauté était gravement atteinte par la syphilis. Mais les autorités sanitaires n'étaient pas nécessairement là pour les soigner, mais pour les observer. Mais les habitants, eux, qui pensaient que les autorités sanitaires étaient là pour les soigner, pour prendre soin d'eux, suivirent les démarches à la lettre sans se poser aucune question.
greater part of the 20th century, we assumed that what physicians and scientists were doing was morally responsible and conscientious, and we didn't really ask about it. Possible death or liberty. This is the risk 10 convicts are volunteering to take in the fight against sleeping sickness. We're doing this for the sake of humanity. In the 30s, there were no regulations to ensure that subjects were fully informed about experiments or protected from unnecessary risks. This study was designed to investigate sleeping sickness. The test begins. In glass tubes with gauze at the ends are mosquitoes which were fed on victims of the St. Louis epidemic. Will their bite affect these men? That is science's question. Can you feel a mosquito biting? Yes, ma'am. Research subjects will most likely come from those who are in some ways not only medically disadvantaged, but socially disadvantaged in one way or another. And therefore, the burden of human experimentation historically has often rested on those who are in some manner least able to protect themselves from Prendre une population isolée à une époque où Internet et les réseaux sociaux, je vous le rappelle, n'existaient pas, voilà ce qui motiva la science à prendre les habitants de Tuskegee comme cobayes. Voilà la réalité d'une époque où il était extrêmement facile de cacher ses méfaits. With promises of free treatment for bad blood, the doctors recruited 400 men never before treated, and now in the later stages of syphilis. Much was already known about the natural history of this disease. Syphilis is most contagious in the first weeks and months and is spread sexually and congenitally from mother to fetus. In its early stages, rashes, headaches, fevers, and pain are common. Then syphilis enters a symptomless latency period which lasts from months to decades, and for a lucky minority, never ends. But for the majority, there will be a relapse, the violent storm of late syphilis. Now the disease attacks the brain, internal organs, and joints of its most unfortunate victims. Mais pourquoi avoir spécifiquement pris une population noire? S'ils souhaitaient faire les tests, ils auraient pu prendre par exemple des prisonniers qui, planqués dans le fond de leur pénitencier, auraient toujours pu crier à l'aide, personne ne les aurait jamais entendus. Ils auraient pu, sauf que la question, le fondement de base, était racial. Les chercheurs pensaient alors que la syphilis ne touchait pas les populations noires de la même manière qu'elle touchait les populations blanches. Et c'est exactement ce point qu'ils souhaitaient étudier. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Cette expérience qui au début devait durer approximativement 6 mois, c'est en tout cas ce qu'avaient projeté les autorités sanitaires de l'époque, s'est étendue au final sur plusieurs années. Parce que la syphilis, elle, au bout de 6 mois, elle ne disparaît pas. De plus, les autorités sanitaires, voyant que leur expérience fonctionnait très bien, décidèrent de la prolonger. Et est-ce que par hasard on connaît les personnes décisionnaires derrière cela? La personne derrière tout cela, celle qui a décidé de perpétuer ce massacre insidieux, s'appelle Raymond Vanderler. C'est lui qui avait été choisi pour diriger cette opération. Et c'est lui qui, au vu des résultats, avec l'appui des autorités sanitaires, réussit à prolonger l'expérience. Raymond Vanderleer. The physician who accepts for treatment a patient with syphilis assumes a very definite public obligation. When you accept a patient, you should likewise accept the responsibility of assuring yourself that he completes the treatment schedule. Mais une autre question chicote, excuse-moi de te déranger, mais les habitants de Tuskegee ne se sont eux jamais rendus compte de rien? Non, rien du tout. Et pour cause. Doctors came to town. On each subject they performed physicals and blood tests, and to maintain the appearance of treatment, the doctors gave the men placebos, vitamins, aspirins, and tonics, all useless against syphilis. We got 3 different types of medicine. We got a little round pill, and sometimes they give us a capsule, and then they would give us a little vial of liquid medicine. Everybody got the same thing. These were men who weren't going to question the system, who weren't going to question the government doctors, who weren't...
vous l'aurez compris, les habitants de Tuskegee, en tout cas c'est ce qui leur avait été dit, se font injecter, d'après les autorités sanitaires, de la médication leur permettant de combattre le bad blood. Alors qu'en fait, maintenant et désormais on le sait, ils n'étaient que des sujets observés par la science et des scientifiques peu scrupuleux. Et il faut savoir que toute cette expérience apportera bien des complications, et aujourd'hui on le sait, on a un chiffre dans 75% des cas. C'est-à-dire que 3 habitants sur 4 du village de Tuskegee finiront en chaise roulante, finiront amputés, finiront avec des maladies graves suite à cette expérience. Mais un souci supplémentaire va venir rajouter une part d'ombre à toute cette histoire. En effet, il faut savoir que pendant que les habitants du village de Tuskegee servaient de rats de laboratoire, littéralement, le reste des États-Unis, eux, recevaient un réel traitement pour combattre la syphilis, qui à cette époque-là était un fléau. Et même si les traitements consistaient essentiellement à faire de la prévention, ainsi qu'à quelques prises de sang afin que la maladie ne se propage pas trop, il y avait toutefois des moyens mis en place pour protéger la population. Des moyens auxquels les villageois de Tuskegee n'ont pas eu accès. On trouvait par ailleurs dans le reste des États-Unis des tonnes d'affiches à ce sujet. Tout alors était mis en œuvre autour du village de Tuskegee pour que les habitants n'aient pas accès à ce type de premiers soins, préventifs ou non. One of the remarkable aspects of the study was the lengths to which the Public Health Service went to ensure that the men never received treatment. And when some of the men, by their own design, were able to obtain treatment, this was perceived by the researchers as abrogating the study. Quelques années plus tard, alors que absolument rien ne s'est arrêté à Tuskegee, il a été démontré que la pénicilline, si injectée ou prise assez tôt, était très efficace. Eh ben c'est ainsi que le cauchemar de ses habitants prit fin. Non, et c'est même encore pire. Car le ministère de la Santé décida alors de prendre une décision des plus inhumaines. That the men are denied penicillin simply reaffirms how determined the Public Health Service is to keep this experiment going. Comment ça, les autorités sanitaires leur auraient refusé l'accès à un traitement efficace? C'est tout à fait ça. Et à cela, bien entendu, il n'est aucune excuse. Même si c'est au nom de la science qui à l'époque, je le rappelle, n'avait pas de charte éthique spécifique comme aujourd'hui. Et il y a encore moins d'excuses lorsque l'on connaît un autre petit détail qui a toute son importance. Ce détail, c'est qu'au moment où ces études étaient en train de se faire sur le sol des États-Unis, s'ouvrait alors sur l'ancien continent, en Europe, le procès de Nuremberg, procès durant lequel, par ailleurs, plusieurs scientifiques étaient poursuivis pour leurs exactions en temps de guerre. Ce qui me glace le sang, c'est cette froideur avec laquelle John Charles Cutler, l'un des scientifiques ayant dirigé cette opération, parle de ses expérimentations. It was important. They were supposedly untreated, and it would be undesirable to go ahead and use large amounts of penicillin to treat another disease because you'd interfere with the study. We were dealing with a very important study that was going to have the long-term results of which were actually to improve the quality of care for the black community. So that these individuals were actually contributing to the work towards the improvement of the health of the black community rather than simply serving as merely guinea pigs for the study. And of course, I was bitterly opposed to cutting off the study for obvious reasons. Oh, ces paroles sont froides, sans cœur, sans aucune compassion. Et c'est ici, en apprenant l'existence de ce personnage, ce fameux Charles John Cutler, que nous allons passer à la seconde partie de notre voyage, à la seconde partie de notre histoire. Car cet homme, John Cutler, je vous l'ai présenté de manière assez abrupte, mais ce n'est pas n'importe qui. À la suite de l'expérience de Tuskegee, qui passionna John Cutler, et malgré le procès de Nuremberg, qui pointait du doigt les expériences inhumaines qui ont pu se produire durant la guerre, cela n'empêcha pas
dans la tête de certains scientifiques américains, de créer une nouvelle expérience. Mais cette fois-ci, en quittant le sol américain pour se diriger au Guatemala. Pues sí, porque como digo yo, para experimentar, ¿verdad? Como que fuéramos animales. No one gave their consent, and they were certainly not informed that they were being infected with syphilis and gonorrhea. ¿Quién dijo que tenían que tener estas inyecciones? ¿Los americanos? Sí, los americanos me fueron los que me pusieron esa inyección. No podía decir que no. Media vez me cayera bien. ¿Por qué no puede decir que no? Que me inyectaran. Y en ese tiempo, después fue que resulté con eso. Cuando usted se casó, ¿le pegó esa enfermedad a su esposa? Más o menos, sí. De 1946 à 1948, en parallèle aux expériences qui se déroulaient alors au village de Tuskegee, s'était créé un nouveau site expérimental dans lequel, encore une fois, l'humain allait devenir rat de laboratoire bien malgré lui. Bien entendu, les participants ne seront pas informés et tout cela sera fait encore pire sans leur consentement. Et l'homme derrière tout ça, l'homme derrière toutes ces idées, était, encore une fois, John Cutler. Car oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais derrière tout ce programme qui s'est déroulé à Tuskegee, le cerveau derrière tout cela, l'une des personnes qui a permis sa mise en place, n'était autre que ce John Cutler. Le souci, c'est que... Enfin, souci, c'est quand même assez affolant d'entendre ça, mais autant à Tuskegee, le but était principalement observationnel, autant au Guatemala, les choses ont pris une toute autre ampleur. En effet, John Cutler, étant en dehors des frontières des USA, s'était octroyé un droit, celui d'injecter directement la maladie à des personnes non infectées. Et, bien entendu, à titre observationnel, que c'est ironique, sans leur apporter de traitement. Mais au Guatemala, quelle était la population visée, puisqu'à Tuskegee, c'était les Noirs? Eh bien, dans la tête de John Cutler, le Guatemala était un endroit parfait pour pouvoir avoir la main mise sur une couche de la population facile à manipuler, en général des pauvres, des prostituées, des personnes de la rue. Afin de parfaire leurs études, les quelques scientifiques, car ils n'étaient qu'une poignée, au courant de la situation au Guatemala, décidèrent de prolonger leurs expériences en voyant comment la syphilis se développait chez l'enfant. C'est ainsi qu'à l'âge de 10 ans, vous allez le voir, cette petite demoiselle, Martha Oriana, deviendra, bien malgré elle, un sujet d'étude. Y me acostaron en una camilla, entonces un doctor estaba de este lado y el otro, y la enfermera me tenía agarrada la cabeza. Entonces ellos hicieron por abrirme las piernas, ¿verdad? Y yo no quería, entonces yo como niña de 10 años con sus fuerzas que podía tener, ¿verdad? Yo no quería y yo hacía lo posible porque no, entonces ellos decían no se puede. She says the director, Dr. Corfino, hit her in the face to get her cooperation. Entonces ellos empezaron, no sé si eran gasas o algodones, no sé, pero ellos me abrieron las piernas y me hicieron ese examen en mis partes, pues, y me metían los dedos con algodón y iba de meterlos y los ponían en una cajita que ellos tenían hacia un lado y yo lloraba pues porque una niña pues me dolía, ¿no? After this, she became so sick, she says she was bedridden for weeks. The next time she was called in, it was in a group of 10 girls. Mais comment tout cela a-t-il pu passer inaperçu? C'est incroyable quand même. Eh bien tout simplement parce qu'au travers de correspondances, de courriers que l'on peut par ailleurs encore trouver en ligne aujourd'hui sur Internet, entre John Cutler et ses supérieurs, une demande toute particulière avait été faite de la part de John Cutler. J'espère qu'il sera possible de garder ce travail entre vos mains,
sans avoir affaire à des conseillers ou des travailleurs externes, autres que ceux déjà présents dans le programme, en qui nous avons confiance, pour qu'ils ne parlent pas. Le silence est le meilleur ami du complot. Mais bien que les expériences au Guatemala n'aient duré que 2 années, celles de Tuskegee, elles, furent conduites jusque dans les années 70. Soit, je vous fais le calcul rapidement, une quarantaine d'années après que celle-ci ait débuté. En 1929, le département de santé publique des États-Unis a commencé à étudier et explorer des traitements contre la syphilis sur des hommes de Tuskegee, en Alabama. Ils décidèrent de changer leur approche en 1932, en compromettant la santé des participants. Ils décidèrent alors de se focusser sur l'observation de la maladie plutôt que sur son traitement. Dévoilée en 1972, cette étude démarra un conflit autour de l'éthique médicale, menant à de nouveaux standards médicaux. Cet article, réduit à sa plus simple expression, montre bien les problèmes éthiques médicaux qui pouvaient exister alors à cette époque, qui étaient quasiment inexistants. Ironie du sort, le département de santé publique des USA décerna aux participants de l'étude de Tuskegee un joli petit bout de papier pour les remercier de leur participation. C'est une blague. C'est une blague. Si seulement cela pouvait être une blague, ce serait peut-être mieux, mais c'est pas le cas, c'est pas une blague, non. Mais une question me taraude, comment tout cela a été mis au grand jour? Comment tout cela a été dévoilé? La personne qui mettra au grand jour les horreurs qui se sont déroulées à Tuskegee s'appelle Peter Buxton. Cet ancien employé, qui travaillait d'ailleurs pour le département de la santé publique, en fouillant au travers des archives, est tombé par hasard dessus. Et heureusement pour nous, cet homme avait une amie, Jean Heller, de l'AP, ou l'Association Press, c'est en gros l'AFP, l'agence France-Presse américaine. Et c'est cette dernière qui dévoilera alors toute l'affaire au travers d'un article qu'elle écrira dans le journal, le New York Times. Mais il reste encore un point, un lien qui à cette époque n'avait pas encore été fait. Le lien entre l'affaire de Tuskegee et celle du Guatemala. Tout à fait. Et ce lien va être fait par une autre personne, Susan Riverby, qui expliquera très bien dans cette interview de la chaîne PBS News comment elle a fait pour faire le lien entre Tuskegee et le Guatemala. Heads of all of those institutions had to give permission. As we mentioned earlier, you were doing more scholarly work about the Tuskegee program. How did that lead you to Guatemala? I was in the archives at the University of Pittsburgh looking at the papers of Thomas Perrin, who had been the Surgeon General when the Tuskegee study was first going on. And I found, while I was there, the papers of John Cutler, who had worked in Tuskegee in the 60s. And I opened the box expecting to find more on Tuskegee, and there was nothing on Tuskegee in the box, but in fact, all there was in the box was this material on the Guatemala study. And it said very clearly, inoculation syphilis. And I was... Susan Riverby, alors qu'elle étudiait les archives pour comprendre exactement en détail ce qui s'était passé à Tuskegee, tomba sur les archives de John Cutler. Et c'est là que le pot aux roses fut dévoilé lorsqu'il y fut mention de quelques expériences sous la table qui s'étaient déroulées au Guatemala. Depuis lors, ces deux affaires ne sont plus secrètes et tout le monde est au courant. Impossible aujourd'hui pour quiconque le souhaiterait, quel que soit son niveau social, de cacher la réalité des faits. Cela mena en 1997 Bill Clinton à faire une annonce publique s'excusant des exactions commises par ses anciennes gouvernances envers les habitants de Tuskegee. Mais en ce qui concerne le Guatemala, vu que l'affaire est externe au pays, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Eh bien, pour comprendre exactement ce qui s'est passé, voici une petite timeline. De septembre 1943 à juin 1944, les expériences ont pris forme dans la prison de Terre Haute. En février 1946, l'Institut national de la santé ordonne des études au Guatemala. En août 1946, John Cutler arrive au Guatemala. En février 1947, les premières expériences débutèrent dans un camp d'armée guatémaltèque. En 1947, suite à une exposition de la syphilis sur des prostituées qui fut infructueuse, John Cutler inocula directement la maladie à des sujets. En août 1947, John Cutler accéléra le procédé infectieux en usant des plaies ouvertes. En septembre 1947, John Mahoney
pointe du doigt les expériences drastiques de Cutler. En septembre 1948, Mahoney ordonne à Cutler de réduire ses expérimentations. En décembre 1948, John Cutler quitte le Guatemala. En juin 2003, Susan Riverby découvre les documents liant Tuskegee au Guatemala via John Cutler. En mai 2010, Riverby présente ses découvertes à l'Association américaine de l'histoire de la médecine. En octobre 2010, le président Obama appelle le président du Guatemala, Alvaro Colom, pour présenter ses excuses. En mars 2011, une plainte est déposée contre les États-Unis, réclamant des dommages et intérêts de la part d'associations guatémaltèques. En juin 2012, un juge classe l'affaire sans suite. En avril 2015, une plainte est déposée contre Johns Hopkins, la Fondation Rockefeller et Bristol Myers Squibb, impliqués dans ces recherches. En avril 2016, le Bureau des droits de l'homme chrétien crée une pétition contre les États-Unis et le Guatemala devant la Commission internationale des droits de l'homme. Depuis, l'affaire est encore en cours et personne n'a réellement été impliqué. Et pour cause, la plupart des protagonistes qui ont participé à ces exactions, en fait tous les protagonistes ayant participé à ces exactions, sont aujourd'hui décédés. En effet, le pire d'entre eux, John Cutler, lui, nous quitta en 2003. Voilà, c'est la fin de cet étrange voyage. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci aux personnes ayant souscrit à la chaîne, merci à vous d'être présents, merci à vous d'être abonnés et de suivre ce que je fais. Si vous voulez m'aider, le petit commentaire, le petit pouce et surtout le partage de la vidéo. Et sur ce, ciao, bye et à la prochaine.